Un samedi après-midi d'octobre 2024. Le vaste parking d'un hypermarché de 20 000 mètres carrés en banlieue parisienne est étrangement silencieux. À l'intérieur, des caisses automatiques bipent froidement sous des néons blafards, remplaçant les sourires familiers des caissières. Les allées infinies, autrefois grouillantes de familles, résonnent désormais d'un vide glacial. Pourtant, il fut un temps où cet endroit était le cœur battant de la société française. Dans les années 80 et 90, l'hypermarché n'était pas qu'un magasin, c'était une sortie dominicale incontournable, une cathédrale de la consommation où s'entassaient montagnes de jouets et rayons de télévision. Au sommet de sa gloire, le mouvement Leclerc dominait cette révolution, trônant fièrement avec près d'un quart des parts de marché et façonnant nos zones commerciales. Mais l'illusion s'est dissipée. Aujourd'hui, des millions de Français ne franchissent même plus ces portes vitrées, préférant récupérer silencieusement leurs courses dans le coffre de leur voiture sur des quais drive bétonnés. Comment le souverain absolu de la grande distribution française s'est-il retrouvé contraint de démembrer son propre empire physique pour survivre? Comment une culture entière, celle de la flânerie entre les rayons, a-t-elle été sacrifiée sur l'autel de la vitesse et des prix bas? L'histoire de Leclerc n'est pas le récit d'une faillite, mais la chronique brutale d'une mutation forcée. C'est le miroir d'une France qui a vu naître et mourir l'âge d'or de ses hypermarchés, prouvant que pour ne pas périr, même un roi doit parfois assassiner sa propre légende. L'histoire de la plus grande mutation commerciale de France ne commence pas dans une salle de conseil d'administration parisienne, ni sous les verrières d'un grand magasin fastueux. Elle débute dans l'humidité et le froid de la Bretagne d'après-guerre, à Landerneau, une petite commune du Finistère. Nous sommes en 1949. L'Europe pense encore les plaies béantes laissées par la Seconde Guerre mondiale. En France, l'économie est exsangue, l'inflation galope de manière incontrôlable et le système de rationnement vient à peine de s'achever. Pour le citoyen moyen, se nourrir correctement n'est pas un plaisir. C'est un défi quotidien, une lutte épuisante contre des prix qui ne cessent que de grimper et un pouvoir d'achat en chute libre. C'est dans ce climat de précarité absolue qu'un jeune homme de 23 ans, Édouard Leclerc, ancien séminariste, décide de bousculer l'ordre établi. Il ne connaît absolument rien au commerce traditionnel, mais il observe une injustice flagrante qui le révolte. Entre le producteur et le consommateur, une multitude d'intermédiaires s'enrichissent, prélevant chacun leur part et faisant exploser les prix de vente finaux. Dans un modeste hangar de 16 mètres carrés qu'il loue pour une bouchée de pain dans sa ville natale, Édouard ouvre une épicerie pas comme les autres. Son concept est brutal de simplicité, presque choquant pour l'époque. Acheter des produits de première nécessité directement aux usines et les revendre avec une marge infime, juste de quoi couvrir ses frais d'exploitation. Il n'y a pas de vitrine élégante, pas de décoration soignée, pas de service obséquieux. Les clients entrent dans ce qui ressemble davantage à un entrepôt désordonné qu'à une véritable boutique. Les biscuits, l'huile, le savon sont posés sur de simples tréteaux. Mais les prix, eux, sont 20% à 30% moins chers que chez les épiciers traditionnels du quartier. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Très vite, les mères de famille de Landerneau et des environs affluent, formant de longues files d'attente devant cette porte discrète. Ce n'est plus du commerce ordinaire, c'est une opération vitale de sauvetage du pouvoir d'achat. Cependant, cette révolution pacifique déclenche immédiatement une guerre d'une férocité inouïe. Pour les grossistes établis et les petits commerçants de la région, Édouard Leclerc n'est pas un bienfaiteur social. C'est une anomalie dangereuse, un briseur de marché, un hérétique qui menace directement leur survie. La tension monte rapidement. Leclerc est accusé de concurrence déloyale. Ses fournisseurs subissent des pressions monumentales. Des syndicats de grossistes menacent ouvertement de boycotter toute usine qui oserait livrer le jeune Breton. Les camions de livraison destinés à son hangar sont parfois interceptés, bloqués sur les routes. Édouard est assigné en justice à de multiples reprises, traîné dans la boue par une presse locale, souvent soutenue par les puissants lobbies commerçants de l'époque. Mais chaque attaque, chaque procès intenté contre Édouard Leclerc ne fait que renforcer sa légende naissante. Dans l'esprit des consommateurs, il devient le chevalier blanc, l'ultime défenseur des opprimés contre une caste de commerçants jugés profiteurs et archaïques. Cette hostilité permanente forge l'ADN fondamental du mouvement Leclerc.
une posture de rébellion constante, une identité viscérale de franc-tireur en guerre contre les monopoles, les rentes de situation et l'inflation. Édouard Leclerc comprend vite que pour survivre face à un tel rouleau compresseur, il ne peut pas rester isolé. Plutôt que de créer une entreprise classique, centralisée et pyramidale, il choisit de former d'autres commerçants indépendants à ces méthodes subversives. Il crée un mouvement coopératif, une fraternité d'épiciers rebelles qui partagent son nom, ses valeurs et sa philosophie de casseur de prix. Dans les années 1950, de nouveaux magasins arborant le nom Leclerc ouvrent à travers la France, propageant le modèle de la vente à prix réduit comme un virus bénéfique. Ils dérangent, ils choquent le système, mais ils triomphent à chaque ouverture. La bataille n'est plus seulement économique, elle devient éminemment politique. Leclerc défie ouvertement les lois sur l'imposition et la fixation des prix. Il est de toutes les batailles, haranguant les foules, utilisant les médias naissants pour dénoncer les cartels et l'inertie gouvernementale. Ce que personne ne réalise encore à ce moment-là, c'est que ce minuscule hangar breton est l'épicentre d'un séisme tectonique qui va remodeler l'ensemble du paysage urbain, social et culturel français. En brisant le modèle séculaire de l'épicerie de quartier, Édouard Leclerc vient de poser la première pierre d'un édifice qui, quelques décennies plus tard, prendra des proportions titanesques. La promesse de prix bas, née d'une nécessité absolue de l'après-guerre, va bientôt percuter de plein fouet l'avènement de la voiture individuelle et l'explosion de la consommation de masse. Le chevalier de Landerneau s'apprête, sans le savoir, à donner naissance aux gigantesques cathédrales de tôle et de béton qui définiront la France de la fin du XXe siècle. L'ascension est amorcée, la machine est en marche, et dans cette course effrénée vers la modernité, l'ère des hypermarchés va bientôt imposer ses propres lois, grandioses et impitoyables. Dans les années 1960 et 1970, la France subit une métamorphose radicale. Les 30 glorieuses battent leur plein, le pouvoir d'achat explose et l'automobile devient le nouveau symbole de liberté pour des millions de foyers. Les villes s'étendent, repoussant les frontières urbaines pour créer de vastes banlieues. C'est dans ce terreau fertile qu'une invention va définitivement bouleverser le paysage commercial. L'hypermarché. Ce n'est plus la petite épicerie de quartier, c'est un temple gigantesque dédié à l'abondance, réunissant sous un même toit l'alimentation, l'habillement, l'électroménager et les loisirs. Leclerc, fort de son réseau de commerçants indépendants, s'engouffre dans cette brèche avec une faim de loup. Le mouvement coopératif, structuré autour de l'association des centres distributeurs Brown Leclerc, ACDLEC, se révèle être une machine de guerre redoutable. Contrairement aux groupes capitalistes centralisés et pyramidaux, chaque patron d'un centre Leclerc est propriétaire de son magasin. Ils sont autonomes, ancrés dans leur territoire, mais unis par une même doctrine absolue, écraser les prix. Cette structure décentralisée leur permet de s'adapter aux spécificités locales tout en bénéficiant de la puissance de frappe colossale d'une centrale d'achat nationale. Chaque adhérent reverse une partie de ses bénéfices à la centrale, mais garde une liberté féroce sur son terrain. Cette armée d'indépendants se réunit régulièrement dans des assemblées générales qui ressemblent à des grands-messes, décidant ensemble des futures guerres commerciales à mener. L'hypermarché devient rapidement le cœur battant de la vie moderne française. Le samedi n'est plus seulement le début du week-end, c'est le jour sacré de l'expédition familiale au centre commercial. On remplit le coffre de la Renault ou de la Peugeot avec des chariots débordants. On déambule pendant des heures sous la lumière crue des néons. L'odeur du pain chaud industriel se mêle à celle du plastique neuf. Les enfants trépignent devant les vitrines de jeux vidéo, pendant que les parents comparent les prix des machines à laver. Les allées larges de ces cathédrales de tôle offrent un spectacle fascinant. Des pyramides de conserve, des rayons de jouets s'étirant à perte de vue. C'est une sortie à part entière, une promenade dominicale d'un genre nouveau, célébrant une abondance qui semble alors infinie et inépuisable. Mais la direction de Leclerc ne se contente pas de vendre des boîtes de conserve. Pour maintenir son image de chevalier blanc et de défenseur du consommateur, l'enseigne doit s'attaquer aux bastions les plus protégés de l'économie française. Dès la fin des années 1970, le mouvement lance des croisades médiatiques et juridiques sans précédent contre les monopoles établis. La première cible majeure est le carburant.
À l'époque, les prix à la pompe sont verrouillés par un cartel de grandes compagnies pétrolières. Leclerc décide de vendre de l'essence à prix coûtant dans les stations-service adossées à ces hypermarchés. La riposte de l'establishment est brutale. Poursuites judiciaires, camions-citernes bloqués, menaces physiques. Mais le public, asphyxié par les coûts, soutient massivement l'enseigne. Les files d'attente s'allongent devant les pompes Leclerc. En 1985, après des années de guérilla juridique intense, la Cour de justice des communautés européennes donne raison à Leclerc, provoquant la libéralisation historique des prix du carburant en France. C'est un triomphe absolu qui assoit définitivement leur autorité. L'enseigne récidive en attaquant le prix unique du livre, s'opposant frontalement aux lois gouvernementales, puis se lance dans une bataille acharnée contre le monopole des pharmaciens sur les produits de parapharmacie. À chaque fois, la stratégie est identique. Violer délibérément la règle, provoquer un scandale médiatique, affronter les procès avec le sourire et se poser en martyr du pouvoir d'achat. Ces batailles forgent le mythe. Dans l'esprit des Français, faire ses courses chez Leclerc n'est plus seulement un acte économique, c'est presque un acte militant contre le système. Dans les années 1980 et 1990, le mouvement atteint son apogée. Les hypermarchés Leclerc poussent comme des champignons à la périphérie des villes, entourés de mers d'asphalte et de galeries marchandes florissantes. Ils sont devenus de véritables pôles urbains qui dictent l'aménagement du territoire. La marque détient la plus grande part de marché du pays, dépassant les géants traditionnels et écrasant les concurrents plus faibles. Les patrons des centres Leclerc deviennent des notables locaux incontournables, souvent plus puissants et influents que les maires des communes où ils sont implantés. L'empire semble invulnérable. Le modèle de l'hypermarché est perçu comme l'évolution ultime et indépassable du commerce de détail. Une forteresse bâtie sur le béton, les prix cassés et l'appétit insatiable de la classe moyenne. Pourtant, au cœur même de cette prospérité insolente, les fondations de ce colosse commencent imperceptiblement à se fissurer. La course effrénée au gigantisme, cette volonté aveugle de toujours faire plus grand, plus vaste, plus écrasant, renferme les germes de sa propre destruction. Sans que personne ne s'en aperçoive encore, le rêve de consommation est doucement en train de se muer en un cauchemar logistique, annonçant la fin d'une époque. À l'aube du nouveau millénaire, le mouvement Leclerc contemple son royaume avec la satisfaction du vainqueur absolu. Le paysage commercial français est dominé sans partage par ces titans de tôle, de verre et de béton. Des millions de consommateurs franchissent chaque semaine les portes automatiques de ces complexes gigantesques. Les chiffres d'affaires donnent le vertige. Pourtant, derrière cette façade de triomphe éclatant, un poison lent et totalement invisible commence à s'infiltrer dans les fondations de l'Empire. La malédiction du gigantisme. Pour comprendre la rupture intime qui s'opère dans les années 2000, il faut d'abord saisir l'échelle démesurée qu'ont atteinte ces temples de la consommation. Poussés par une soif de conquête inextinguible et une logique de volume, les hypermarchés ne sont plus de simples magasins. Ce sont devenus des villes miniatures, des labyrinthes tentaculaires s'étalant parfois sur 15 000, voire 20 000 mètres carrés. L'architecture intérieure est méticuleusement, presque cyniquement, pensée comme un piège psychologique. Tout est conçu pour égarer le client, pour l'obliger à parcourir des kilomètres de rayons. Les produits de première nécessité, comme le lait, le pain ou l'eau, sont délibérément relégués tout au fond du magasin. Pour les atteindre, le visiteur est contraint de traverser un parcours du combattant jalonné de téléviseurs à écran plat, de vêtements en promotion, d'articles de jardinage et de jouets. Pourtant, c'est précisément cette stratégie de l'excès, celle-là même qui a fait la fortune du modèle, qui va commencer à se retourner contre ses créateurs. La société française des années 2000 est en pleine mutation. Le monde s'accélère. Avec la généralisation du travail des deux conjoints et la densification urbaine, le temps libre fond comme neige au soleil. Le temps devient la denrée la plus précieuse et la plus rare du foyer. Conséquence directe. Le samedi après-midi passé à flâner en famille dans les rayons, jadis considéré comme une sortie excitante et une célébration de l'abondance, n'est plus perçu que comme une obligation redoutable.
L'expression « la corvée des courses » s'ancre profondément dans le vocabulaire et la psyché des ménages français. Imaginez l'épreuve physique et mentale. Pour acheter une simple baguette de pain, un paquet de couches et de quoi préparer le dîner, le consommateur moderne doit d'abord affronter un océan d'asphalte pour trouver une place de parking parmi les 2000 stationnements disponibles. Ensuite, il doit traverser de longues galeries marchandes bruyantes, franchir les portiques de sécurité, subir la lumière agressive et clinique des néons blancs, l'air conditionné glacial, la musique d'ambiance entêtante et le cliquetis métallique de centaines de chariots surdimensionnés. C'est un marathon épuisant. Ce qui était autrefois le summum de la modernité est désormais ressenti comme une usine déshumanisante, une machine chronophage qui broie l'énergie des travailleurs le week-end. Le fossé se creuse inexorablement entre l'offre des géants de la distribution et l'attente émotionnelle du client. Les consommateurs commencent à ressentir une véritable fatigue de l'hypermarché. Ils sont écrasés par l'abondance. Devoir choisir parmi 81 références de yaourt ou 50 marques de shampoing ne génère plus de la satisfaction, mais de l'angoisse décisionnelle. De plus, l'intérêt pour les rayons non alimentaires, l'électroménager, la culture, le textile, qui généraient les plus fortes marges, commence à s'effriter sévèrement. Acheter une machine à laver entre le rayon boucherie et le rayon des légumes d'hiver perd soudainement de son sens. Face à cette lassitude grandissante, Leclerc et les autres mastodontes du secteur, comme Carrefour ou Auchan, souffrent d'une forme de cécité stratégique. Aveuglés par des décennies de croissance à 2 chiffres, ils refusent de voir l'évidence. Plutôt que de réinventer l'expérience, ils s'entêtent dans leur dogme originel. Ils continuent d'agrandir les surfaces, d'ajouter des services périphériques, convaincus que la sacro-sainte promesse d'avoir tout sous le même toit et au prix les plus bas suffira éternellement à pardonner l'inconfort d'un parcours client devenu cauchemardesque. C'est ici, dans l'anonymat de ces allées trop larges et sous ces plafonds industriels trop hauts, que se joue le premier acte de la chute de l'empire physique. Les Français n'ont pas encore totalement déserté les magasins. Ils y viennent encore par habitude, car ils n'ont pas de véritable alternative pour les achats de gros volumes. Mais le lien affectif est définitivement brisé. Le modèle physique est devenu obèse, lent et écrasant. Les cœurs n'y sont plus. Une déconnexion silencieuse s'installe dans l'esprit de millions de citoyens, préparant un terrain fertile pour l'arrivée d'ennemis infiniment plus agiles. Des prédateurs qui ont parfaitement compris que le roi des années 80 était devenu un géant aux pieds d'argile, incapable de bouger assez vite pour se protéger. Alors que les hypermarchés Leclerc s'empâtent dans leur propre gigantisme, englués dans une course effrénée au mètre carré, une menace mortelle franchit discrètement les frontières de l'Est à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Ce ne sont pas des cathédrales de verre et d'acier, mais de simples boîtes de tôle rectangulaires, posées à la va-vite sur des parkings sans charme. Elles portent des noms brefs et claquants. Aldi et Lidl. Le hard discount allemand vient de débarquer sur le sol français et il s'apprête à déclencher la guerre la plus brutale que le mouvement Leclerc ait jamais connue. Le contraste est saisissant. Pendant que Leclerc s'épuise à gérer des dizaines de milliers de références, des rayons traiteurs sophistiqués et des animations commerciales coûteuses, les Allemands imposent un modèle d'une violence spartiate. Leurs magasins mesurent à peine 1000 mètres carrés. Il n'y a pas de rayonnage soigné, ni de musique d'ambiance. Les produits, quasi exclusivement des marques de distributeurs inconnus, sont présentés à même leur carton d'expédition, empilés sur des palettes de bois, posées à même le sol en béton. Le personnel est réduit à son strict minimum. Les caissières mémorisent les codes barres pour scanner à une vitesse fulgurante. Tout est optimisé, dégraissé, expédié. Pour Leclerc, le choc n'est pas seulement commercial. Il est profondément identitaire, psychologique. Depuis sa fondation dans le hangar de Landerneau, le mouvement s'était arrogé le monopole moral de la défense du pouvoir d'achat. Leclerc était le roi incontesté du prix bas. Or, soudainement, une armée étrangère vient le défier sur son propre terrain, avec des prix inférieurs de 15% à 20%.
La crise financière de 2008 agit comme un formidable accélérateur. Les classes populaires et moyennes françaises, étranglées par la baisse de leur pouvoir d'achat, surmontent leur réticence initiale face à l'austérité de ces magasins allemands. Le tabou tombe. On commence à aller chez Lidl pour faire le plein de produits de base, pâtes, riz, lait, papier toilette, désertant ainsi les longues allées des hypermarchés. Pour Leclerc, c'est une hémorragie silencieuse. Son arme fatale, le prix cassé, vient d'être neutralisé. Mais le cauchemar ne fait que commencer, car pendant que le hard discount ronge les fondations alimentaires de l'Empire, une autre force, infiniment plus vaste et invisible, s'apprête à anéantir le reste de l'édifice. Dans l'économie complexe d'un hypermarché des années 2000, un secret de polichinelle régit la rentabilité. L'alimentaire attire le client, mais ce sont les rayons dits non alimentaires qui génèrent les véritables bénéfices. L'électroménager, les téléviseurs, l'habillement, les jouets et surtout l'immense pôle culturel, livres, CD, DVD, sont les vaches à lait de l'enseigne Leclerc. Ce sont ces espaces qui justifient les 20 000 mètres carrés de surface et assurent des marges confortables. C'est précisément là que frappe le second ennemi. Il n'a pas de devanture, pas de caisse, pas de parking. Il s'appelle Amazon. Avec l'avènement du haut débit puis du smartphone, les habitudes des Français basculent à une vitesse foudroyante. Pourquoi arpenter les couloirs bruyants d'un centre commercial périphérique pour chercher un livre ou une machine à café, alors qu'un algorithme propose un choix infini, souvent moins cher, livré directement sur le paillasson dès le lendemain? Une scène humiliante et quotidienne commence à se répéter dans les rayons de Leclerc. Un client s'arrête devant un écran plat ou une machine à laver. Il demande conseil au vendeur de l'hypermarché, observe le produit sous toutes ses coutures. Puis, ostensiblement, il sort son téléphone de sa poche, scanne le code-barre de l'article, vérifie le prix sur l'application Amazon et valide sa commande en un clic. Il tourne les talons et repart les mains vides. Les gigantesques hypermarchés de la France périurbaine sont involontairement devenus les showrooms gratuits d'une entreprise technologique de Seattle. Le piège se referme sur Leclerc avec une précision diabolique. L'enseigne est prise en tenaille dans un double siège létal. D'un côté, sur les produits du quotidien, elle est jugée trop grande, trop lente et trop chère face à l'agilité redoutable des discounters allemands. De l'autre côté, sur les produits de loisirs et d'équipement, son stock physique, aussi vaste soit-il, ne pourra jamais rivaliser avec le catalogue infini du e-commerce. Les immenses rayons culturels et technologiques, autrefois la fierté des directeurs de magasins, se transforment peu à peu en zone morte. La fréquentation chute, la poussière s'accumule sur les invendus. Le modèle de l'hypermarché, tout sous le même toit, pensé pour les 30 glorieuses, devient soudainement une absurdité économique face à la numérisation du monde. L'empire Leclerc, bâti sur la pierre et l'asphalte, saigne abondamment. Pour ne pas sombrer, il va devoir réagir vite. Et sa réaction brutale et désespérée va sacrifier ce qui faisait l'essence même de l'expérience d'achat à la française. Face à ce double siège impitoyable mené par le hard discount allemand sur l'alimentaire et par l'ogre Amazon sur les produits de loisirs, les dirigeants du mouvement Leclerc se retrouvent acculés dans une impasse stratégique. Les marges bénéficiaires, autrefois épaisses et confortables, fondent à vue d'œil sous la pression d'une guerre des prix d'une violence inédite. Pour préserver leur modèle économique chancelant et continuer à clamer haut et fort leur promesse originelle de défense du pouvoir d'achat, une restructuration drastique devient inévitable. Dans l'écosystème complexe d'un hypermarché, le poste de dépense le plus lourd n'est ni l'électricité des immenses frigos, ni la logistique des camions. C'est la masse salariale. La décision qui est prise dans les bureaux des directeurs de magasins est froide, mathématique et irréversible. Il faut réduire la main-d'œuvre. C'est le point de départ d'une ère d'automatisation forcée qui va achever de vider les hypermarchés de leur substance, tuant à petit feu l'âme même de ces espaces de vie. Dès le début des années 2010, le paysage visuel, sonore et émotionnel des magasins Leclerc subit une transformation glaciale. Les longues files d'attente, autrefois animées par le brouhaha des conversations où les clients échangeaient les dernières nouvelles de la commune avec leur caissière habituelle,
disparaissent progressivement. À leur place se dressent dans des bataillons de caisses automatiques. Ces machines massives de plastique et de métal, surmontées de voyants lumineux clignotants au moindre dysfonctionnement, remplacent le sourire humain par une voix robotique, saccadée et autoritaire. Veuillez scanner votre article, article non reconnu, veuillez patienter, une hôtesse va arriver. Le client, autrefois roi que l'on courtisait et que l'on servait, subit une rétrogradation invisible. Il est soudainement transformé en un manutentionnaire non rémunéré de la grande distribution. Équipé d'une scanette en plastique à l'entrée du magasin, il doit désormais faire le travail lui-même, bipant ses boîtes de conserve dans des allées de plus en plus silencieuses. Les hôtesses de caisse, figures emblématiques et familières du commerce de détail à la française, voient leurs effectifs fondre, relégués au simple rôle de surveillantes de machines, guettant les fraudes derrière des écrans de contrôle. Pour saisir la violence intime de cette transition, il faut comprendre ce que représente fondamentalement l'achat alimentaire en France. Dans ce pays fier de sa gastronomie, acheter à manger n'a jamais été une simple transaction logistique. C'est un acte culturel, profondément ancré dans la tradition des marchés de plein vent, où l'on tâte le produit, où l'on discute avec le boucher de la meilleure cuisson pour un rôti, où l'on demande conseil au fromager. L'hypermarché des années 80, malgré son gigantisme, avait réussi à capter et à reproduire une part de cette théâtralité marchande. Mais l'obsession de la réduction des coûts balaie tout sur son passage. Les comptoirs traditionnels sont réduits au profit du libre-service sous vide. Les laboratoires de photographie, où l'on venait chercher ses souvenirs de vacances ferment. L'hypermarché Leclerc, jadis perçu comme un lieu de vie bouillonnant, se métamorphose en un environnement stérile et clinique, un immense entrepôt où l'on croise des regards fuyants sous la lumière agressive des néons. Les allées, autrefois scènes de flânerie le samedi après-midi, se transforment en couloirs anxiogènes que le consommateur moderne traverse au pas de course, les yeux rivés sur son smartphone ou sur sa liste, avec une seule obsession, fuir au plus vite. Cette déshumanisation volontaire, dictée par les tableurs Excel, s'avère être une erreur psychologique aux conséquences dévastatrices. En éliminant l'interaction humaine pour gratter quelques centimes de marge sur chaque chariot, Leclerc détruit la dernière raison valable qui poussait encore les Français à endurer l'inconfort de ces cathédrales de tôle. Si l'hypermarché n'offre plus ni le meilleur prix absolu du marché, apanage de Lidl, ni le choix infini et la praticité, monopole d'Amazon, et s'il supprime par-dessus le marché le plaisir de la sortie et la chaleur humaine, que reste-t-il? Absolument rien, si ce n'est une corvée solitaire, épuisante et déprimante. Le lien émotionnel et affectif qui unissait les Français à la création d'Édouard Leclerc se rompt. C'est une mort silencieuse, sans faillite retentissante, ni fermeture dramatique, mesurable uniquement à travers des allées de plus en plus désertes, et une baisse lente mais inexorable du trafic physique. Les clients ne se plaignent même plus. Ils cessent simplement de franchir les portes coulissantes. Face à ce désert de béton en devenir, Leclerc comprend que rafistoler le modèle de l'hypermarché ne suffira plus. Pour survivre, l'enseigne va devoir prendre une décision d'une brutalité inouïe. Cannibaliser son propre réseau physique et inventer une nouvelle façon, totalement désincarnée, de distribuer la nourriture. Acculé par l'agilité chirurgicale du hard discount sur l'alimentaire et par l'ombre titanesque d'Amazon sur tout le reste, le mouvement Leclerc comprend au tournant des années 2010 qu'une énième refonte esthétique de ses magasins ne suffira pas. La déshumanisation des caisses automatiques a peut-être sauvé quelques points de marge, mais elle n'a pas réenchanté l'hypermarché. Pour survivre à la décimation qui frappe le commerce de détail mondial, l'enseigne va devoir commettre l'impensable, concevoir une arme stratégique conçue pour vider ses propres parkings. Cette arme porte un nom, devenu un véritable phénomène de société en France, le drive. C'est une anomalie fascinante de l'histoire du commerce moderne. Alors que les Américains et les Britanniques basculent vers la livraison à domicile avec Amazon ou Ocado, la France invente une voie hybride. C'est le groupe Auchan qui, avec son Chronodrive en 2004, a posé la première pierre de ce modèle, mais c'est Leclerc qui va le perfectionner, le militariser et l'imposer à une échelle industrielle pour écraser la concurrence.
Le concept du drive est l'antithèse absolue de l'hypermarché traditionnel. Il s'agit d'un entrepôt pur et dur, souvent appelé dark store, magasin sombre. Il n'y a pas de vitrine, pas de tête de gondole scintillante, pas d'allée de circulation pour les chariots. L'architecture est brutale, strictement fonctionnelle. Un bloc de tôle ondulé, flanqué d'auvents sous lesquels les voitures s'alignent. Le client commande ses courses sur un écran depuis son canapé ou son bureau. Quelques heures plus tard, il se gare sur une piste numérotée, scanne un code sur une borne et ouvre son coffre. En moins de 5 minutes, un employé dépose les sacs en papier directement dans la voiture. Le client repart sans avoir fait un seul pas à l'intérieur d'un magasin. L'expérience d'achat est réduite à sa plus stricte et morne utilité. À l'intérieur de cet entrepôt fantôme, l'organisation est celle d'une usine tayloriste poussée à son paroxysme. Les employés, équipés de terminaux numériques attachés au poignet ou à la taille, sont guidés par des algorithmes implacables. Ils parcourent des kilomètres chaque jour entre des étagères nues, prélevant les boîtes de conserve, les paquets de couches et les bouteilles d'eau avec une chronométrie oppressante. Il n'y a plus de vendeurs ou de caissières. Il n'y a plus que des préparateurs de commandes, des rouages humains au service de la machine logistique. Pour le consommateur fatigué par des journées de travail à rallonge, le drive Leclerc est perçu comme une libération miraculeuse. Fini la corvée du samedi après-midi, fini la foule bruyante, fini les tentations ruineuses dans les allées. L'adoption par les classes moyennes et les familles périurbaines est fulgurante. Les drives Leclerc poussent comme des champignons au rond-point des villes de province. Mais cette victoire apparente cache une vérité stratégique d'une violence inouïe. En créant ce modèle alternatif ultra efficace, Leclerc n'est pas en train d'inventer un complément à l'hypermarché. L'enseigne est en train d'organiser sciemment son obsolescence. Pour comprendre l'onde de choc interne provoquée par l'avènement du drive, il faut plonger dans la psychologie des adhérents Leclerc. Contrairement à un groupe intégré classique, Leclerc est une coopérative d'entrepreneurs indépendants. Chaque directeur est propriétaire de son magasin. Ces hommes et ces femmes ont passé leur vie à bâtir de véritables cathédrales du commerce. Ils tiraient une fierté viscérale de la majesté de leurs rayons frais, de l'animation de leurs galeries marchandes, de leur statut de notables locaux attirant des dizaines de milliers de visiteurs chaque semaine sous leur toit. Soudainement, la centrale d'achat nationale, dirigée d'une main de fer par Michel-Édouard Leclerc, leur impose une directive cruelle. Ils doivent eux-mêmes investir des millions d'euros pour construire ces entrepôts froids et laids que sont les drives, souvent à quelques centaines de mètres de leur propre hypermarché flamboyant. C'est un acte d'auto-cannibalisation assumé. Chaque euro dépensé sur l'application Leclerc Drive est un euro qui ne franchira jamais les portes automatiques de l'hypermarché historique. Pire encore, le drive détruit le pilier le plus sacré de la rentabilité de la grande distribution, l'achat d'impulsion. Le commerce physique repose depuis un siècle sur une ruse psychologique fondamentale. Vous venez acheter une baguette et du lait, mais vous devez traverser l'allée des promotions, passer devant l'électroménager, frôler les vêtements. Au final, vous ressortez avec un chariot plein d'articles que vous n'aviez pas prévu d'acheter et sur lesquels le magasin réalise ses plus fortes marges. Le drive assassine cette magie marchande. Sur un écran, le client a une liste précise. Il clique sur le menu déroulant, sélectionne ses produits habituels, valide son panier et ferme l'application. La tentation disparaît. Le panier moyen devient strictement rationnel. La rentabilité de ce modèle logistique, où il faut payer du personnel pour faire les courses à la place du client, s'avère d'ailleurs terriblement complexe, reposant sur des volumes gigantesques pour espérer dégager de maigres bénéfices. Pourtant, les adhérents s'exécutent. Ils savent que s'ils ne construisent pas ce drive, un concurrent le fera à leur place. C'est la logique implacable de la survie darwinienne. Ils acceptent de décapiter leur propre modèle pour conserver leurs clients. Le résultat dans le paysage urbain français est saisissant. Les parkings titanesques des hypermarchés, autrefois noirs de monde le samedi, commencent à paraître étrangement surdimensionnés. De vastes zones d'asphalte restent désespérément vides, pendant qu'à la périphérie de ces mêmes parkings, des files de SUV s'agglutinent sous les auvents métalliques des stations drive. À l'intérieur des immenses surfaces de vente, l'écho résonne. Les galeries marchandes attenantes, privées de leur flux naturel, voilà leurs petites boutiques fermées les unes après les autres. Leclerc a réussi l'impensable.
En s'amputant d'une partie de sa propre chair, l'enseigne a repoussé l'assaut d'Amazon et tenu en respect les discounters allemands. Elle a non seulement survécu, mais elle est devenue le leader incontesté et absolu du marché français, franchissant la barre vertigineuse des 23% de part de marché. C'est un triomphe statistique incontestable. Mais derrière les chiffres records célébrés par la direction, le bilan émotionnel et sociétal est d'une grande mélancolie. Leclerc a sauvé sa couronne, certes, mais pour ce faire, le roi a dû brûler son propre château. L'hypermarché, ce lieu de vie, de flânerie et de rassemblement populaire qui a défini la France des Trente Glorieuses, n'est plus qu'un théâtre d'ombre. Le modèle historique n'a pas été tué par un concurrent. Il a été froidement exécuté de l'intérieur. Les conséquences de la révolution du drive ne se limitent pas à des tableaux de rentabilité et à des courbes de croissance triomphantes affichées au siège national. Sur le terrain, dans la France périphérique, le triomphe numérique s'accompagne d'une lente agonie de la pierre et du béton. Les hypermarchés Leclerc, ces gigantesques boîtes conçues dans les années 80 et 90 pour accueillir des dizaines de milliers de visiteurs par jour, sont devenus des monstres disproportionnés, inadaptés au nouveau monde qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Une visite un mardi après-midi dans un hypermarché historique de province offre un spectacle crépusculaire. L'immense parking, grand comme plusieurs terrains de football, n'est parsemé que de quelques véhicules isolés, ressemblant à une mer d'asphalte asséchée. À l'intérieur, le silence est assourdissant. Les chariots métalliques, autrefois source d'un vacarme incessant, dorment par centaines, emboîtés les uns dans les autres. Sous la lumière clinique des néons, de vastes étendues de carrelage blanc s'étirent à perte de vue, parcourus par une poignée de clients, souvent âgés, qui errent comme des fantômes dans un espace beaucoup trop grand pour eux. La tragédie la plus visible se joue peut-être juste avant d'entrer dans la grande surface, dans la galerie marchande. Ce sas de décompression, bordé de pressing, de cordonniers, de petites boutiques de vêtements et de salons de coiffure, vivait en symbiose avec le flux sanguin de l'hypermarché. Aujourd'hui, avec la chute drastique de la fréquentation physique, le sang a cessé de circuler. Les rideaux de fer tombent les uns après les autres. Les vitrines sont recouvertes de papier kraft ou de panneaux publicitaires délavés. L'écosystème commercial local, qui gravitait autour du soleil Leclerc, s'éteint dans l'indifférence générale. Pour les directeurs de magasins, l'équation devient un casse-tête insoluble. Chauffer, éclairer, nettoyer et sécuriser 15 000 mètres carrés coûte une fortune. Comment justifier l'entretien d'un tel mastodonte quand une part croissante du chiffre d'affaires est réalisée à l'extérieur, sous les auvents métalliques du drive? La réponse est cruelle. On coupe les vivres. L'entretien de l'hypermarché est réduit au strict minimum. L'usure s'installe. Les rayons non alimentaires, durement touchés par la concurrence d'Amazon, sont réduits à des allées tristes où s'empilent des produits génériques sans âme. Les immenses comptoirs de la boucherie et de la poissonnerie, jadis fierté de l'artisanat de grande distribution, raccourcissent chaque année. Ce déclin physique marque la fin d'un pacte social non écrit entre Leclerc et la France périurbaine. L'hypermarché n'était pas seulement un lieu de transactions financières, c'était la place du village moderne, l'agora de la classe moyenne. On y venait en famille le samedi, on y croisait des voisins, on participait aux foires au vin ou aux grandes braderies de rentrée des classes. C'était un événement en soi. En siphonnant la foule vers l'efficacité froide du drive et des algorithmes, l'enseigne a certes protégé ses parts de marché, mais elle a tué la sociabilité de la grande distribution. Les cathédrales du commerce se vident de leurs fidèles, laissant derrière elles un profond sentiment de déclassement pour ceux qui, par manque de maîtrise technologique ou par attachement à la tradition, continuent d'en franchir les portes. Le mouvement Leclerc a sauvé l'entreprise, mais il est en train de laisser périr son corps physique. Et bientôt, la question de la survie même de ces immenses carcasses de tôle, véritables friches commerciales en devenir, se posera avec une urgence absolue. La décennie 2020 marque l'heure du bilan pour le mouvement Leclerc. Si les tableurs financiers du siège national à Ivry-sur-Seine et des centrales d'achat régionales affichent une insolente santé portée par la suprématie incontestée du drive et une logistique numérisée redoutable, la réalité physique sur le terrain raconte une toute autre histoire. Le jugement dernier des mètres carrés a commencé et il est sans appel.
Les hypermarchés, jadis symbole triomphant de l'abondance, du pouvoir d'achat et du miracle économique français, sont devenus des fardeaux architecturaux. Ce sont des géants de tôle anachroniques que l'on ne sait plus comment remplir. Dans les coulisses de la coopérative, le malaise grandit parmi les adhérents. Que faire de ces 10 000, 15 000, parfois 20 000 mètres carrés de surface de vente, alors que le non-alimentaire s'est effondré face à Amazon et que l'alimentaire de base est de plus en plus siphonné par les pistes de leur propre drive? La réponse à cette question existentielle passe par une restructuration de l'espace à la fois silencieuse et brutale. Pour masquer le vide grandissant, les directeurs de magasins déploient des stratégies de camouflage souvent désespérées. Les allées centrales, surnommées la pénétrante dans le jargon de la grande distribution, sont élargies de manière disproportionnée pour donner une illusion d'aération plutôt que de souligner le manque de marchandises. De gigantesques bacs promotionnels, remplis d'articles saisonniers à bas prix ou de textiles d'importation, sont placés stratégiquement pour boucher les trous béants laissés par la disparition progressive des rayons électroménagers, informatiques ou culturels. Dans certains magasins, la décision est plus radicale. De fausses cloisons ou d'immenses bâches publicitaires sont érigées pour amputer purement et simplement un tiers de la surface de vente originelle, cachant aux yeux du public la misère des zones abandonnées. Le personnel, lui, subit cette lente agonie de plein fouet. Les employés historiques, ceux qui avaient connu l'époque vibrante des années 90 où le magasin était une ruche bourdonnante, sont les témoins impuissants de ce déclin. Les bouchers qui préparaient la viande sur place, les boulangers pétrissant la pâte dès l'aube, les conseillers de vente spécialisés sont remplacés progressivement par des produits préemballés en usine et par des manutentionnaires. La fierté d'appartenir à la grande famille Leclerc, autrefois ciment social indéniable de l'entreprise, se dissout dans la froideur d'une gestion purement algorithmique. Le métier de commerçant a définitivement cédé la place à celui de logisticien de l'ombre. Mais le plus tragique dans cette transformation, c'est la mutation de l'hypermarché au sein de son environnement urbain. Ce que les urbanistes dénoncent sous le nom de la France moche, ces entrées de villes défigurées par les ronds-points, les panneaux publicitaires et les immenses hangars commerciaux, est en train de se nécroser. À mesure que les galeries marchandes attenantes se vident, frappées par la désertion des petits commerçants indépendants, fleuristes, cordonniers, boutiques de prêt-à-porter, devenus incapables de payer des loyers exorbitants sans le trafic d'antan, le cœur battant de la périphérie française s'arrête. Le samedi après-midi, autrefois rituel familial incontournable, ne résonne plus des annonces tonitruantes au micro pour le quart d'heure de folie ou des bruits de chariots qui s'entrechoquent. L'hypermarché est devenu un lieu de passage purement utilitaire, clinique, froid et anormalement silencieux. De plus, avec l'adoption de lois écologiques strictes en France limitant l'artificialisation des sols, ces immenses parkings goudronnés, devenus largement inutiles, symbolisent un gâchis environnemental pointé du doigt par une nouvelle génération de consommateurs. Face à cette impasse, certains adhérents Leclerc tentent dans des paris audacieux. Ils transforment des mètres carrés superflus en immenses parapharmacies indépendantes, en centres d'optique, ou même en louant l'espace à des salles de sport low cost, espérant désespérément redonner une utilité économique à ces hangars surdimensionnés. Mais ces initiatives ressemblent davantage à des soins palliatifs qu'à une véritable réinvention du modèle. La vérité, douloureuse mais inéluctable, est que l'hypermarché tout sous le même toit, l'invention géniale qui avait propulsé Leclerc au sommet, est en train de s'éteindre de sa belle mort. L'enseigne a survécu, certes. Elle domine même le marché français d'une main de fer, écrasant Carrefour, Auchan et Casino. Mais son âme originelle, ancrée dans la théâtralité, la convivialité et la fureur du commerce physique, a été sacrifiée sur l'autel de la rentabilité numérique. Leclerc a réussi l'exploit paradoxal de gagner la guerre absolue de la grande distribution, tout en vidant ses propres magasins. Aujourd'hui, le mouvement Leclerc trône toujours, incontesté, au sommet de la grande distribution française. Ses camions sillonnent les routes du pays, ses entrepôts drive tournent à plein régime, et ses parts de marché continuent de faire pâlir d'envie ses concurrents historiques. D'un point de vue purement capitaliste,
L'enseigne a remporté la guerre. Elle a vaincu la tempête numérique, repoussé les assauts du hard discount et maintenu sa promesse fondatrice, offrir les prix les plus bas à des consommateurs rongés par l'inflation. Mais cette victoire éclatante sur les tableurs financiers cache une défaite intime, presque mélancolique. Le triomphe de la logistique a signé la mort de la magie marchande. L'héritage de Leclerc est aujourd'hui frappé du sceau du paradoxe. D'un côté, il y a la leçon magistrale de survie économique. L'histoire du mouvement prouve qu'une entreprise ne peut survivre aux grandes mutations technologiques qu'à une condition brutale. Accepter de détruire elle-même ce qui a fait son succès. En imposant le modèle du drive à ses propres adhérents, la coopérative a fait preuve d'un darwinisme économique impitoyable. Ils n'ont pas attendu qu'Amazon ou Lidl viennent décapiter leur modèle d'hypermarché. Ils ont eu l'audace, ou peut-être la cruauté, de se cannibaliser de l'intérieur. C'est un cas d'école de destruction créatrice d'une efficacité redoutable. De l'autre côté, il y a l'héritage culturel, infiniment plus douloureux. Pour comprendre ce que la France a perdu, il faut se souvenir de ce que représentait l'invention originelle d'Édouard Leclerc. Lorsqu'il a ouvert son premier hangar à Landerneau en 1949, il ne vendait pas seulement des biscuits et de l'huile moins chère. Il vendait une promesse de démocratisation. L'hypermarché qui a suivi dans les décennies suivantes était le symbole ultime des Trente Glorieuses. C'était un monument dédié à l'abondance retrouvée après les privations de la guerre. Pendant un demi-siècle, les magasins Leclerc ont été le miroir d'une société française en pleine ascension. Les classes populaires et moyennes s'y retrouvaient. Les allées débordantes de téléviseurs, de vélos, de livres et de fromages ne se contentaient pas de satisfaire des besoins primaires. Elles nourrissaient des désirs. Le samedi après-midi à l'hypermarché n'était pas une corvée expédiée en quelques clics depuis son canapé. C'était une sortie en famille, un rituel social ancré dans le paysage urbain. Aujourd'hui, cet héritage culturel est en train de s'évaporer. En transformant le client en préparateur de commandes bénévoles avec les caisses automatiques, puis en effaçant totalement le magasin physique derrière l'écran du drive, l'enseigne a réduit l'acte de se nourrir à une simple transaction logistique, froide et désincarnée. Ce que les Français regardent s'éteindre aujourd'hui à travers les parkings vides et les galeries marchandes abandonnées, ce n'est pas seulement une entreprise, c'est le fantôme de leur propre passé. C'est l'époque où le commerce physique était encore capable de créer de l'émerveillement et du lien social. Leclerc a sauvé son empire, mais en retirant l'humain de l'équation, le roi de la grande distribution a transformé ses cathédrales de vie en simples entrepôts de survie. L'empire a survécu à la fin du monde physique, mais il règne désormais sur un royaume de silence. La chute silencieuse du modèle historique de Leclerc nous enseigne une leçon troublante sur la nature de la survie économique. Il ne s'agit pas ici d'une faillite retentissante, ni d'un effondrement causé par l'inaction ou l'aveuglement. Au contraire, c'est l'histoire d'un empire qui a fait le choix brutal de s'amputer pour continuer à régner. Le mouvement a survécu à la tempête de l'ère numérique, mais en détruisant sa propre invention, le magasin physique comme espace de vie et de rassemblement. L'hypermarché, pendant un demi-siècle, fut bien plus qu'un simple alignement de gondoles et de produits empilés. C'était le reflet d'une France en pleine mutation, l'agora moderne de la classe moyenne. Un lieu où la consommation se vivait comme une expérience collective, presque festive. La disparition progressive de cette théâtralité au profit de la froide efficacité du drive et de l'automatisation des caisses marque un tournant irréversible dans notre culture. Ce qui s'efface aujourd'hui sous la tôle vieillissante de ces immenses cathédrales vides, ce n'est pas seulement un modèle commercial devenu trop lourd. C'est un pan entier de l'histoire urbaine et sociale française. C'est l'époque où le commerce nécessitait encore le regard de l'autre, le bruit de la foule et la chaleur, même imparfaite, de l'interaction humaine. L'histoire de Leclerc prouve qu'une entreprise ne meurt pas toujours lorsqu'elle met la clé sous la porte. Parfois, elle s'éteint à petit feu lorsqu'elle cesse d'être un lieu d'humanité pour devenir un pur algorithme logistique. L'enseigne a gagné la guerre des prix et de la commodité, mais a sacrifié son âme sur l'autel de la rentabilité numérique. La question n'est plus de savoir si le roi de la grande distribution survivra demain, mais plutôt de savoir dans quel type de monde silencieux et désincarné
Ils nous invitent désormais à consommer. Et vous, quels sont vos souvenirs de ces immenses hypermarchés français? Avez-vous connu l'époque où faire ses courses le samedi après-midi était un véritable événement familial? Partagez vos mémoires et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager pour soutenir notre travail et ainsi découvrir d'autres documentaires sur l'histoire fascinante de ces empires commerciaux disparus ou métamorphosés. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici et à très bientôt.